Pourquoi avoir choisi de publier votre livre aujourd'hui? Bonjour, alors je m'appelle Thibaut Mercier, je suis avocat au barreau de Paris et je viens de publier un essai qui s'intitule Athéna à la borne, discriminer ou disparaître aux éditions Pierre-Guillaume Deroux dans la collection Iliade. Bonjour, je m'appelle Pierre Jova, je suis journaliste et j'ai écrit ce livre, Les chrétiens face aux migrants, une enquête de terrain qui est le fruit d'un travail de 2 ans aux quatre coins de la France pour voir comment la crise migratoire impacte les communautés chrétiennes, comment les chrétiens y répondent et donner la parole à toutes les sensibilités en leur sein sur cette question. Pourquoi avoir choisi de publier votre livre aujourd'hui? Alors je viens de publier cet essai parce que nous vivons dans un monde occidental où l'individu est devenu roi, c'est le modèle unique, c'est devenu un agent économique qui produit et qui consomme. Et dans ce monde, les peuples et les personnes enracinées subissent de plein fouet la globalisation et l'émigration de masse. Je pense qu'il est important de défendre ces peuples enracinés et donc il est important de reprendre le goût de ce qui nous distingue et donc la possibilité de discriminer. Alors ce livre, il a une origine, c'est la crise dite des réfugiés de l'été 2015. J'étais parti en reportage à la frontière entre la Serbie et la Hongrie et j'ai été témoin de cet afflux migratoire brutal. Environ 1 million de personnes sont arrivées, pour ainsi dire, d'un seul coup en Europe. Et j'étais témoin, j'étais là, ça a été un peu une découverte du phénomène migratoire, même si moi-même, mes ancêtres viennent de Yougoslavie, viennent de Serbie, et donc mon grand-père était lui-même un réfugié politique en France. Et ce livre, du coup, il s'inscrit dans la réflexion qui est née de ce reportage à l'été 2015. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup traité ce sujet comme journaliste dans les différentes rédactions où je suis allé. Et il y a à peu près 2 ans, je me suis dit, ben, c'est le moment de mettre sur le papier ce que tu as mûri sur cette question, et c'est le moment surtout d'aller voir sur le terrain, aux quatre coins de la France, comment les chrétiens vivent concrètement cette crise migratoire, quelles sont les réponses qu'ils apportent et quels sont les tiraillements en leur sein. Qu'attendez-vous comme réponse de la part du gouvernement français face à l'afflux de migrants? Je pense que le gouvernement français doit reprendre le goût du politique, c'est-à-dire qu'il doit sortir de cet économisme qui fait que le président est devenu un manager d'une grande entreprise nationale. Au contraire, la politique, c'est la recherche de la spiritualité, de la sécurité de son peuple, de l'identité, de la paix sociale. Il faut sortir de ce culte de la croissance à tout prix. On nous justifie l'immigration seulement par le biais économique. Euh, je pense qu'au contraire, il vaut mieux une France qui a perdu son triple A qu'une non-France qui continue d'exister seulement pour satisfaire les agences de notation et le FMI. Alors, je ne suis pas politicien, je ne travaille pas dans les administrations centrales. C'est une question qui est difficile. Mais ce que je pourrais dire, c'est que d'abord, le gouvernement français, l'État donc, doivent cesser toute incantation. Le discours incantatoire qui consiste à culpabiliser les citoyens qui seraient trop égoïstes ou trop fragiles ou trop apeurés, trop racistes pour pouvoir accueillir. Cette incantation, elle doit s'arrêter parce qu'elle est contre-productive, elle radicalise au contraire les peurs, les tensions, et cette incantation doit céder la place à une organisation précise. Quand on se balade en France, on se rend compte que l'État gère souvent le logement de migrants un peu au jour le jour. Il n'a pas de vision globale, donc l'État doit impérativement avoir une stratégie, doit s'inscrire dans le temps long et doit se donner les moyens de sa politique et non pas être réduit à réquisitionner des salles dans des villes ou à loger des migrants en catastrophe dans certaines villes. L'État qu'il fasse réellement appliquer le droit d'asile. Le droit d'asile est un bien précieux de notre civilisation et le droit d'asile n'a pas vocation à être banalisé. Il y a des conditions précises et ceux qui ont épuisé tous les recours pour le droit d'asile, ben, ils n'ont pas vocation à demeurer en France forcément. Donc là, j'attends de l'État qu'il fasse respecter la loi. Mais profondément, et c'est le thème un peu de mon livre, l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut tout faire. C'est le rôle aussi de la société civile, des citoyens et des associations de être au contact de ces migrants et de les aider dans une manière que l'État ne peut pas faire, notamment sur le plan spirituel. Les églises peuvent apporter
un accompagnement spirituel à ces personnes, ce que l'État laïque ne peut pas faire. Quelle place voudriez-vous que l'Europe adopte sur la question migratoire ? Je pense qu'il est nécessaire que l'Union européenne redécouvre ce qu'elle est, redécouvre son identité. Il faut qu'elle comprenne qu'elle n'est pas issue seulement des traités du XXe siècle, mais qu'au contraire, elle est issue de peuples et de nations millénaires qui ont une histoire commune, une civilisation commune. Cette civilisation, elle est fondée sur la philosophie grecque, le droit romain, la religion chrétienne, et tant que cette Union européenne pensera qu'elle est universelle et donc qu'elle peut s'appliquer, que ses valeurs sont applicables partout sur le globe, on ne pourra pas s'en sortir. Donc c'est vraiment une question identitaire qui est importante de retrouver en Europe. Ce que je dis dans le livre, c'est que l'Europe est muette. L'Europe a perdu son âme en quelque sorte. L'Europe est un vaste terrain vierge, un terrain vague, qui la rend d'autant plus attirante pour ces migrants qui arrivent avec leur culture, leur héritage nationaux, leurs traditions, et qui viennent combler ce vide. Ce qui me semble important pour l'Europe, c'est qu'effectivement, elle retrouve ce qu'elle est, qu'elle revienne à la racine de son existence. Et je pense que la civilisation chrétienne, c'est la base finalement de l'Europe. Mais il ne faut pas juste qu'elle se réapproprie cet héritage culturel. Je pense que l'enjeu pour l'Europe, c'est de ne pas faire du catholicisme, du protestantisme, de l'orthodoxie, des folklores, des objets, des bibelots qu'on met sur la table du salon et qui prennent la poussière. La seule chance pour l'Europe, à mon avis, de renouer pleinement avec ce qu'elle est et de faire alliance avec ces nouvelles populations, c'est de leur offrir un christianisme vivant, un christianisme pratiqué, partagé, vécu, et qui peut également être partagé avec ces populations qui arrivent. Dans quelle mesure le devoir d'accueil que nous avons est-il compatible avec l'intérêt national ? Mais à l'origine, ce devoir d'accueil était compatible avec l'intérêt national, puisque le droit d'asile, c'était un droit qui était à l'origine reconnu à l'État et non à l'individu. Et c'était un droit qui était reconnu à l'État qui pouvait mettre en œuvre selon ses intérêts diplomatiques ou politiques. Et qui plus est, c'était un droit d'accueil qui était temporaire. Maintenant, on est dans une société individualiste, droit de l'homiste, où seuls les droits de l'individu comptent. Et donc le droit d'asile, c'est devenu un droit créance d'un individu non citoyen sur un pays d'accueil. Je pense que ce droit est compatible, mais il faut qu'on revienne à un meilleur équilibre entre les droits de l'homme, les droits individuels, et aussi les droits des nations de préserver ce qu'elles sont. Alors, il est un principe fondateur du christianisme et puis plus largement de la France. C'est la séparation des sphères entre l'État et l'Église, entre la sphère temporelle et la sphère spirituelle. C'est évidemment un devoir de l'État que d'établir un filtre, car une société ne peut fonctionner que sur l'élection et que sur disons, le primat accordé à certains de ses citoyens. C'est tout le sens de la citoyenneté, du passeport, de la nationalité. Donc il appartient aux gouvernants de faire les choix politiques pour préserver le bien commun et préserver la cohésion nationale, mais il appartient aux chrétiens, personnellement, et puis en tant que communauté, en tant qu'Église, de ne pas fuir leur devoir personnel, leur devoir de la charité. Et c'est ce que j'écris dans le livre. Beaucoup de ces chrétiens, quelles que soient leurs opinions politiques, quelles que soient leurs solutions qu'ils voudraient voir appliquées aux problèmes migratoires, répondent présents au nom de leur foi. La France a besoin d'être réunifiée pour avancer. Quelles devraient être, selon vous, les valeurs indispensables pour une reconstruction solide ? C'est vrai que la France a besoin de retrouver le goût du commun. Il est nécessaire qu'on sorte de cette société individualiste qui nous dénie tout héritage, qui soit culturel, historique, civilisationnel. L'individu doit accepter certains déterminismes. Alors, par exemple, il faut accepter qu'on est né quelque part. Donc le nationalisme, ça peut être un ciment nécessaire à la refondation de la société. Maurras, par exemple, disait que le nationalisme, c'était le meilleur moyen d'empêcher la guerre civile, donc c'était la pire de toutes les guerres. On peut aussi revenir à une définition culturelle de notre religion, accepter que la France est avant tout catholique, culturellement en tout cas. Dans tous les cas, il faut retrouver le goût de notre passé et utiliser, comme disait Napoléon, l'énergie du souvenir pour pouvoir avancer et recréer du commun. Je pense que la France vit d'autant plus mal la crise migratoire qu'elle ne sait plus vraiment qui elle est ni où elle va. Notre pays communie à ce vide européen dont je parlais,
où finalement nous sommes devenus une foule de consommateurs et nous ne savons plus vraiment d'où nous venons et où nous allons. Je pense que la France doit se rappeler qui elle est, savoir d'où elle vient, mais je pense aussi que la France doit créer du lien. Le problème, c'est que nous vivons dans un archipel, hein, c'est Jérôme Fourquet qui en a fait le titre de son livre. Il y a des retours de division de classe, de division de communauté, de division ethnique. Et je crois que pour faire peuple, il faut absolument que nous recréions du lien et que les gens se parlent, se rencontrent. Et les églises sont un lieu très important et très précieux pour justement que les liens se retissent entre migrants, entre autochtones et aussi entre personnes qui font partie de ces autochtones, que ce soit le bourgeois, que ce soit le gilet jaune, que ce soit le paysan vendéen. C'est impératif que les églises jouent ce rôle de matrice. Peut-on être catholique et identitaire et pourquoi ? Je pense que c'est tout à fait compatible. Les catholiques doivent savoir que ce catholicisme s'est fondé sur l'Église romaine. Donc il ne s'est pas fondé nulle part et n'importe où. Il s'est fondé en Europe avec un peuple particulier. Donc c'était avec des Européens. Donc c'est sur une terre et un peuple. Donc je pense que c'est tout à fait compatible. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle par identitaire. Si identitaire, ça s'inscrit dans un courant politique précis qui vient du bloc identitaire, qui vient de l'extrême droite racialiste, et qui joue en fait sur l'ambiguïté du terme, je pense qu'on peut se poser des questions et j'en viendrai plus loin. Si identitaire, c'est se souvenir qu'on n'est pas hors sol, la réponse est dans la question. Le chrétien n'est pas hors sol. Le chrétien tient à la patrie, la terre des pères, et ça fait partie du décalogue que d'honorer son père et sa mère et d'honorer sa patrie. Mais la foi chrétienne, elle dépasse finalement nos attaches terrestres. Il ne faut pas nier les attaches terrestres, c'est une conséquence de l'incarnation, mais il ne faut pas les absolutiser non plus. Et en ce sens, la foi chrétienne prévalera toujours sur les repères terrestres. Et donc, pour répondre à la question, si au nom de l'appartenance à un peuple, à un territoire, à une région ou à une civilisation, on heurte de front la foi chrétienne, à ce moment-là, le chrétien préférera toujours sa foi chrétienne à sa patrie ou à ses racines terrestres. Je prends l'exemple de la Révolution française. C'était les patriotes de Robespierre qui, au nom de leur vision, ils avaient une vision pour la France, ils avaient un projet pour la France, et au nom de cette vision, ils ont persécuté les chrétiens qui étaient fidèles à leur baptême et puis à la fidélité au pape. Ça ne veut pas dire que ces chrétiens cessaient d'être français, au contraire, ils y étaient très attachés, mais ils ont fait prévaloir leur foi chrétienne sur la loyauté qu'ils avaient envers leur gouvernement et envers leur pays. Selon vous, de quoi migrant est-il le nom ? Alors selon moi, migrant est le nom de l'homo economicus, c'est-à-dire un homme qui est devenu un simple agent économique qui produit et qui consomme et qui peut se vendre et s'acheter comme au marché aux esclaves. Alors migrant, ça renvoie à 4 réalités. La première, c'est que le migrant, c'est une figure historique. Il y a toujours eu des migrations, et je dirais même une figure biblique, car la Bible est pleine de récits de migration, de déplacements, de voyages et de difficultés même d'intégration et de patrie même. Parce qu'un migrant quitte sa patrie et parfois revêt une autre patrie. Ensuite, le migrant, c'est un symptôme de la fluidité du monde, qui là aussi a toujours existé, mais aussi un symptôme des déstructurations du monde, des clivages économiques du monde, du changement climatique qui pousse des personnes à s'arracher à leur terre. C'est un symptôme des guerres, c'est un symptôme des bouleversements politiques, et c'est vrai que c'est un symptôme aussi du libéralisme financier qui considère que les hommes sont aussi fluides que les marchandises. Le migrant, c'est aussi un mot valise, un mot bateau, j'allais dire, pour désigner des réalités complexes. Il n'y a pas grand-chose à voir entre un centrafricain chrétien, un afghan musulman, un géorgien orthodoxe qui se retrouverait pourtant en France et qui aurait comme
effectivement comme point commun de quitter leur pays pour venir ici. Ça appelle des situations administratives très différentes entre le demandeur d'asile, le réfugié politique, l'apatride, la personne qui vient en France par regroupement familial, ou l'étudiant qui finalement demande sans cesse des visas pour rester ici. Enfin, le migrant, c'est un enjeu majeur du XXIe siècle, car les déstructurations du monde, malheureusement, sont là pour rester, et la fluidité de ce monde continue. Donc le migrant représente un défi test, non seulement pour les nations européennes, pour les nations tout court, mais aussi pour l'Église. Et ce défi test, c'est comment l'Église, les églises chrétiennes vivent ce défi, comment les églises chrétiennes partagent à la fois leur foi et leur aide à ces personnes, tout en étant loyales à leur enracinement dans les pays où elles existent.